et bande de chiens scorbutés, je vous souhaite la bienvenue dans mon navire audiovisuel. En coup de semonce à l'endroit du fond de poulaine de l'internet, je vous présente aujourd'hui une vidéo magnifique. Un chef-d'œuvre nanardesque à bien des égards. Connaissez-vous TV Liberté ? Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, chez TV Liberté, c'est un peu TV Civitas si vous voulez. Une télé par internet qui a été créée après que le mariage homosexuel a été autorisé en France, afin de dire les choses que les médias de la presse mensongère à la solde du pouvoir bolchevico-illuminati tel que le Figaro ont honteusement tué. Camarades combattants de la liberté, je vous admire. Sur TV Liberté aujourd'hui, nous rencontrons le docteur Jean-Pierre Dickès. Médecin depuis 1970, où il a commencé en tant que médecin parachutiste pour l'armée, puis il a participé à l'ouverture d'une clinique et a été expert pour la cour d'appel de Douai en Picardie. Un CV impressionnant, on doit bien l'admettre. Et notre bon docteur était déjà actif dans les débats sur l'éthique, avant même que je ne sois une idée malsaine de mes parents. Mais aujourd'hui, le docteur Dickès nous parle en tant que spécialiste des questions éthiques et en tant qu'auteur de romans de science-fiction. Et là commence le problème. Dr Dickès a tendance à considérer ses œuvres de fiction comme des enquêtes et des analyses poussées, voire à confondre ses romans avec des publications scientifiques. Le problème étant qu'il a une approche philosophique et théologique de l'éthique, mais qu'il se risque sur le plan scientifique. Attelons-nous donc à décortiquer les dires de notre bon docteur. Notre invité du jour est Jean-Pierre Dickès. Bonsoir Jean-Pierre Dickès. Bonsoir aux téléspectateurs de TV Liberté. Alors, très content de retrouver. Pour la deuxième fois, vous étiez venu la fois précédente pour la réédition de votre livre qui était l'ultime transgression. C'est ça, c'était une réédition déjà. Vous êtes médecin, vous êtes président d'une association humanitaire catholique, Rosa Mystica. Non, c'est l'association catholique des infirmières et des médecins qui a comme, entre autres, comme activité, une activité missionnaire extrêmement développée qui s'appelle Rosa Mystica et qui se traduit par la présence de trois dispensaires aux Philippines. Oui. D'accord. Oh, palsambleu! On n'en est même pas à 3 phrases et le journaliste nous prouve déjà qu'il ne possède pas les bases de son métier. Mon bichon, quand on prépare une interview, on fait des fiches. Des fiches qu'on recherche, des fiches qu'on renseigne avec des informations utiles et exactes. Surtout quand en tout et pour tout il n'y a que 3 éléments personnels qui sont évoqués sur l'interviewé dans toute l'interview. Ne vous inquiétez pas, les deux là vont nous faire une très belle démonstration de compétences comme pot de fleurs. Oh, et vous avez reconnu le motif sur la cravate ? Une fleur de lys sur fond bleu. Comme c'est mignon. Alors aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier livre qui est la fin de l'espèce humaine. Donc c'est le 3e ouvrage en quelque sorte d'une trilogie. Exactement. Une transgression avant, oui. notamment. Et vous y abordez notamment la question du transhumanisme. Pour commencer cette interview, on avait déjà posé cette question la dernière fois, mais c'est important de le replacer. Qu'est-ce que le transhumanisme ? J'interromps juste pour signaler que si vous vouliez une explication ou une définition, il va falloir avoir de la patience. Beaucoup de patience, et croyez-moi, les sous-titres, même en VO, c'est le bienvenu pour pitcher ce que notre bon docteur raconte. Chers amis qui regardent cette vidéo avec les sous-titres en anglais, je vous rassure, ma traduction est fidèle. C'est bien pour ça que les 3/4 du temps, c'est incompréhensible. C'est brouillon, ça n'a aucune construction logique. File, je passe. Alors, il faut voir une chose, d'abord c'est que le transhumanisme a ouvert une université qui s'appelle Singularity University à Silicon Valley et elle a annoncé qu'elle en ouvrait une à Paris, donc dans les jours qui viennent. Alors, singularité, c'est le moment pour les transhumanistes où la machine informatique sera devenue plus intelligente que l'homme lui-même. Alors, que va-t-il se passer ? Et c'est cela que les transhumanistes sont en train de, non pas de monnayer, mais de discuter et de réfléchir. Bon, donc déjà, on sait que le transhumanisme a ouvert une université en Californie. The Singularity University, French People représente. Et qu'elle compte en ouvrir une à Paris. C'est cool. Ah oui, en fait, c'est à l'horizon 2017 qu'ils comptent ouvrir une annexe à Paris, pas dans les jours à venir en 2015 lorsque cela a été enregistré. Et on sait également maintenant ce qu'est la singularité pour les transhumanistes. C'est cool. Mais c'est quoi le transhumanisme ? Mais le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ?
Pour la plupart des gens, c'est une émanation de puissance financière ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas ça. Il ne faut pas s'y tromper. C'est une idéologie. Et personne ne s'en rend compte, c'est une idéologie qui se cache sous des bons prétextes qui sont on va améliorer la santé des gens, on va même les amener à l'immortalité. Alors, cher monsieur, si on vous dit vous n'allez plus avoir aucune maladie, vous allez être content, et puis on va vous rajouter 10 années de vie ou 20 années de vie, vous allez être content. Bon, peut-être que vous serez aussi content qu'on vous dise que vous allez vivre éternellement. Ça, c'est certain. Bon, maintenant on sait que c'est une idéologie qui a l'air de venir de puissances financières qui font peur. Et on sait maintenant que le transhumanisme se cache derrière les bons prétextes tels que la santé et l'immortalité. Mais on ne sait toujours pas, après 1 minute 30 de blabla, ce que c'est que le transhumanisme. Oh, mais attendez voir, qu'est-ce que vous venez de dire, Dr Dickès ? Bon, peut-être que vous serez aussi content qu'on vous dise que vous allez vivre éternellement. Genre comme la vie éternelle offerte par la Bible. Oh, on est d'accord, hein, la promesse de la vie éternelle, c'est vraiment une technique de gougnafier pour appâter les crétins. C'est une idéologie, parce que, puisque nous sommes en période de Noël, il s'agit en réalité, alors que Noël, c'est Dieu fait homme, il s'agit simplement que l'homme soit fait Dieu. C'est ça le fond du problème. Par la science. Et Dieu étant le créateur de l'homme, il appartient aux transhumanistes de créer un homme nouveau. Comme dans toutes les idéologies, si vous créez Pol Pot ou Staline, vous les créez, c'était l'homme générique de Marx, toutes les idéologies voulaient créer un homme nouveau, y compris le docteur Guillotin et le docteur Marat, qui voyaient appeler de leur vœu une nouvelle humanité. Il s'agit donc bien de créer une nouvelle humanité dont les transhumanismes limiteront les contours. Bon. Les contours, pardon. Alors maintenant, on sait que le transhumanisme veut remplacer Dieu. Après tout, les scientifiques ne sont jamais que des satanistes incestueux et sodomites, tout le monde le sait. Pardon, je diverge. Verge. Nous apprenons donc que, comme dans toutes les idéologies, le transhumanisme veut un homme nouveau. Et là, à part qu'au bout de 2 minutes 30, on ne sait toujours pas ce qu'est le transhumanisme, je remarque que notre bon docteur Dickès nous cite 2 noms bien à côté de Pol Pot et de Staline, Marat et Guillotin. Alors, ne me comprenez pas de travers, la grande terreur qui a suivi la Révolution française a été une période d'une cruauté invraisemblable. En même temps, je suis pirate de profession, c'est un peu mon credo la terreur. Et ces 2 bons docteurs ont contribué à ce massacre abominable. Mais est-ce que en 1789, on n'avait pas un petit peu besoin d'une nouvelle humanité ? Est-ce que le système qui était en place n'a pas lui-même forgé la réaction ultra-violente qui a suivi ? C'est pas comme si le système de l'époque était injuste et dégueulasse, hein. Les embastillements arbitraires, les exécutions arbitraires et le fait que Loulou et Marie-Toinette gaspillaient l'argent de l'État sans se soucier que les petites gens mouraient de faim, hein. Alors, si je peux continuer sur la... Oh, paradis. Même lui a remarqué que tout le monde s'ennuyait. Bon, ben là, non spoiler alert, d'ici la fin de la vidéo, Jean-Pierre Dickès n'expliquera jamais ce qu'est le transhumanisme. Je suppose que pour le savoir, il faut acheter ses bouquins. Ouais bah non merci, ça ira. Je me dévoue donc pour vous présenter le transhumanisme d'après Wikipédia. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la condition humaine, tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort, subis comme inutiles et indésirables. Dans cette optique, les penseurs transhumanistes comptent sur les biotechnologies et sur d'autres techniques émergentes. Les dangers, comme les avantages que présentent de telles évolutions, préoccupent aussi le mouvement transhumaniste. Mon premier ouvrage, ça s'appelait « L'homme artificiel ». Tout y était, il était de 2006. Ça représentait, sur la couverture, il avait été représenté un humanoïde, de loin, comme ça. Qu'était cet humanoïde? Et je donnais la réponse, on m'a demandé si j'étais fou ou quoi. Oh, sans deuil. Cet humanoïde, ça pouvait être 2 choses. Ça pouvait être un homme
dont on avait remplacé le cerveau par un ordinateur. Et ça pouvait être aussi un robot dont on avait remplacé le cerveau par de la viande, par des neurones, par un véritable cerveau humain. Tout est là. Voilà la perspective, je l'ai donnée en 2006. Prophétique. Oh, et sympa le placement produit. Alors, après, bien sûr, vous allez me demander, mais comment ça peut se faire? Quels sont les moyens? Sauf si vous aviez une autre question à me poser. Oh oui, pitié. Allez-y, après Marcel Aurélien. Il faut comprendre, volontiers, oui. Il faut comprendre que pour faire une humanité nouvelle, il est indispensable de la couper à la fois de son passé et de son futur. Tout ce qui se passe, la liquidation des humanités, du latin, de l'histoire, mais la disparition des traditions populaires, la disparition de l'artisanat, tout ça, ça entre dans le même schéma. L'idée est que nous n'avons plus besoin du passé, et nous n'avons plus besoin du futur. Alors Jean-Pierre Dickès. Et le futur et le passé n'ont pas besoin de nous. Bon, je vais juste me contenter de dire que pour moi, ce que Dr Dickès dit sur le but présumé de se débarrasser du passé et de l'avenir n'a pas de sens. Et je vais pas rentrer dans le jeu de discuter les détails d'une théorie du complot, vu que la capacité principale de ces théories, c'est de dire « Ah, vous ne savez pas parce que l'on vous le cache, mais nous, on connaît la vérité !» Sans jamais citer de source fiable, mais bon. B, si vous contredisez, c'est que vous faites partie de ce complot. Donc je vais continuer à juste critiquer la forme journalistique et le fond scientifique et rhétorique de cette vidéo, et de me moquer comme un gredin de la façon dont l'interview est tournée, mais ça c'est juste par méchanceté. Je vous pose une question. Oui, je vous en prie. Vous Oui, parlez de biologie dévoyée dans cette notion aujourd'hui, qui est plus une fiction, qui est des grossesses ex-utéro. Elles seront demain. Ectogénèse, oui. Ectogénèse, qu'on appelle l'ectogénèse. Un commentaire pertinent. Merci, monsieur Bilt. Vous dites que c'est un danger, mais vous n'êtes pas le seul à le dire. Il y a de très nombreux scientifiques qui multiplient les objections sur cette avancée entre guillemets, de la science. Oui, pour une raison fort simple, c'est que c'est pas le tout de mettre au point un homme ex-utéro, il faut qu'il soit en bonne santé. Et c'est ça, actuellement, auquel les scientifiques se heurtent, c'est que les conditions du développement de l'ectogénèse sont tellement difficiles qu'on n'est pas sûr que les enfants qui seront nés par ectogénèse ne seront pas des attardés mentaux. Et ça, évidemment, il n'y a aucun savant qui, pour l'instant, ose prendre ce risque. C'est un peu plus compliqué que ça, mon cher docteur JP. Déjà, je pense que si on développe une technique d'ectogénèse, on la testera d'abord sur des souris, puis sur des mammifères plus gros, et enfin sur l'homme. Là, vous présentez ça comme un danger immédiat à cause de scientifiques inconscients et assoiffés de sang d'enfants frais. Mais c'est vrai que d'utiliser la peur de l'inconnu, ça a toujours été plus convaincant que des années de recherche et d'essais. C'est d'ailleurs la technique de base en religion. Craignez la colère divine, le péché original, l'homme a voulu en savoir trop, alors restez idiot, ne cherchez pas le savoir, ça apporte que des ennuis, c'est écrit dans la Bible. Il y a aussi beaucoup d'objections morales que les scientifiques intègrent aussi. Tout à fait, mais oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et vous pensez que c'est un véritable danger, cette ectogénèse? Ah ben c'est évident, oui, c'est évident. Pour quelle raison, globalement? Ça n'est pas le pire. Bon, ben, tout simplement, pourquoi? Ben, parce que ça va contre la nature, je veux dire, et même l'ectogénèse sera un moyen de régulation de la population. C'est l'État qui dira, bon, ben, on a besoin de tant de bébés, donc on va développer dans tant d'éprouvettes le nombre de bébés. Ah bah oui, hein, les choses contre nature, c'est mal. Genre les voitures, la chirurgie, les avions, Internet, l'air climatisé, les immeubles. Saloperie de choses pas naturelles. Mais pour ce qui est des questions morales, je dois tout de même reconnaître que vous abordez un thème important, docteur. Et oui, il faut réfléchir au cadre légal, au statut et aux conséquences que cette technologie apporterait. Mais docteur Dickès, vous nous refaites le meilleur des mondes et vous nous présentez comme précédemment la menace qui pèse. Mais vous vous privez bien d'évoquer les possibles bienfaits de cette technologie. Par exemple, le fait qu'un couple stérile
pourra avoir un enfant biologique sans utiliser de mère porteuse. Le fait de sauver des embryons qui risquent de mourir en les transférant si la mère a un souci de santé grave et inattendu. Et sauver des espèces en danger. Mais c'est vrai que si on commence à nuancer le propos, vous n'allez pas pouvoir vendre votre livre et ce serait dommage. Et ça se résume très très bien, le sexe c'est pour la bagatelle et la procréation c'est les machines, c'est réservé aux machines. Deux réactions spontanées. Premièrement, je me demande vraiment ce que les bigots de toutes les religions ont contre le sexe. C'est dingue ça. Deuxièmement, si vous faites une recherche sur internet, vous verrez que certains hentai japonais incluent aussi l'idée de sexe avec les machines, donc ne soyez pas si catégorique et restrictif. Alors, dans les dénonciations que vous en faites une sur ceux qui combattent le vieillissement. Mais l'immortalité est pourtant un vieux rêve de l'homme. Et après tout, si je pouvais vivre jusqu'à ce que l'âge de Mathusalem, ça serait pas plus mal. Oui, alors ça pose bien sûr un problème réel que vous allez comprendre. Actuellement, toutes les années, chaque année, l'homme a son espérance de vie qui augmente de 3 mois. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans 30 ans ou 40 ans, notre humanité sera une immense maison de retraite. Il n'y aura plus que des vieux. Un peu comme le Sénat. Oh mon spaghetti! Bon, qui auront 130 ans, 140 ans, voire 150 ans. 3 mois tous les ans. On va prendre l'espérance de vie des femmes en France en 2015, histoire d'avoir l'estimation la plus haute. On arrondit à 86 ans. On compte que dans 40 ans, ça fera en gros une espérance de vie de 95 ans. Ok, donc on peut espérer que la plupart des gens mourront à cet âge et pas à 130 ans. Mais allons jusqu'au bout de la réflexion hypothétique si vous le voulez. Certaines personnes sont aujourd'hui beaucoup plus âgées que 86 ans. Considérons que les personnes les plus âgées aujourd'hui dans le monde ont vers 115 ans. Et c'est une estimation vachement sympa. Et si on estime que l'âge des personnes les plus âgées dans le monde à un temps donné augmente symétriquement, c'est-à-dire également de 10 ans par rapport à aujourd'hui, on peut espérer que les personnes les plus âgées du monde dans 40 ans auront vers 125 ans. Bon, avec ma réflexion qui est pas si mauvaise que ça, on trouve pas du tout votre estimation. Encore une fois, vous sortez des infos de nulle part et on est censé vous croire sur parole alors que vous reposez sur du flan et des estimations fantaisistes. On peut discuter de beaucoup de choses, Doc, mais prévoir le futur, ça reste un exercice très risqué en termes de crédibilité. Et c'est là où les transhumanistes interviennent. Ils disent, bien sûr, c'est une bonne idée de vivre très longtemps, mais on ne va pas pouvoir être juxtaposé sur une Terre qui, elle, n'a pas grandi. D'où l'idée, en fait, de transposer les êtres humains dans des machines qui sont des ordinateurs, de manière à les réduire littéralement, et c'était ça le thème du livre L'ultime transgression, c'est la transformation de toute l'humanité en des microprocesseurs. Et si vous commenciez à citer vos sources, ce serait sympa là. Or, vous savez qu'actuellement, selon la loi de Moore, on divise par 2 la taille des microprocesseurs, ou autrement dit, on augmente leur puissance par 2 tous les ans, et ça se fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, par exemple, la vie entière d'un homme pourra tenir dans l'équivalent d'une épingle de cravate. Alors, la loi de Moore, c'est pas du tout ça. Ça parle pas de la taille, petit coquinou. C'est pas vraiment la puissance, et c'est pas tous les ans. La loi de Moore dit que la densité des transistors des microprocesseurs sur les puces de silicium double tous les 2 ans. Et en réalité, la fréquence d'horloge, c'est-à-dire la mesure en Hertz, qui aide à caractériser la puissance de traitement ou de débit d'information, ne double plus tous les 2 ans depuis environ 2004, si j'ai bien compris. Docteur Dickès, vous avez écrit 3 bouquins sur le transhumanisme, ce qui inclut des bases en informatique et technologie normalement pour comprendre le thème. Et normalement, vous avez dû faire des recherches pour documenter vos livres. Bon, on va passer sur la loi de Moore, c'est peut-être pas si important que ça, j'exagère.
où on aura la totalité, il y a déjà des gens qui ont commencé dans ce sens-là, qui recueillent la totalité de leurs informations, de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils voient, des lieux où ils vont, etc. Je sais d'ailleurs pas à quoi ça va servir. Maudiès Facebook, Maudiès Twitter, Maudiès Instagram, Maudiès Bitches. Alors, dans un chapitre dédié à l'ADN, vous parlez d'un petit garçon fabriqué sur mesure, un certain Connor Levy. Levy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça paraît de la science-fiction, en fait. C'est un enfant qui a été fait sur mesure par ses Alors parents. voilà, alors ça, nous sommes dans des réalités qui sont prégnantes. On n'est pas au niveau de la science-fiction. Bon, vous savez très bien qu'avec l'avortement, nous sommes en plein eugénisme. Par les moyens d'imagerie médicale, radiologique, on voit tout de suite qu'un enfant a une fente palatine, un pied beau, bon, et bien maintenant c'est l'avortement. Ça, c'est un exemple assez mesquin, et je ne pense pas qu'il soit si fréquent que ça. Les interruptions volontaires de grossesse, ou IVG, permettent, si un fœtus est atteint d'une maladie incurable, que la mère a le droit de choisir, que l'on soit philosophiquement d'accord ou pas, si elle veut que son enfant vive une vie dans la différence et la souffrance. L'IVG permet également à des femmes ayant été violées, ayant eu un accident avec la méthode de contraception, ou n'étant pas prête à assumer les importantes responsabilités de la parentalité, à éviter qu'un enfant non désiré ne naisse dans une famille qui ne voudrait ou ne pourrait pas assurer son bien-être. Mais oui, bien sûr, comme dans tous les droits obtenus, il y a des gens qui en abusent. Un peu comme le droit de décider des dépenses épiscopales, Maudiès Limbourg, et le droit de gérer le denier du culte, Maudiès Saint-Lizier. Donc nous avons accepté par l'avortement cette mentalité eugénique. Nous passons à un stade supérieur qui est celui de la connaissance de l'ADN. Alors l'ADN, pour nos téléspectateurs, je résume ce que c'est, ce sont des chaînes d'acides aminés. Il y a 18 acides aminés dans la nature, il y en a 4 qui forment les chaînes d'ADN. Une chaîne d'ADN dans une cellule que vous ne voyez pas, qui est ici au bout de mon doigt, mesure 3 mètres. Cette chaîne, c'est ces 4 acides aminés. Quoi ? Ici, matelot, nous arrivons à la raison profonde de cette vidéo. Sa motivation est l'ultime preuve que ledit bouquin n'est même pas une œuvre de fiction honnête, mais une blague de très piètre qualité. Docteur, vous dites n'importe quoi. Résumons, mon bon monsieur. ADN, acide désoxyribonucléique, donc composé de, oui, nucléotides, oui, c'est encore une grenouille de bénitier qui gagne un set de pins. Les acides aminés sont les éléments de base des protéines. Les 4 molécules dont vous parlez sont les nucléotides et leur base azotée et n'ont rien à voir avec les acides aminés, ni dans la structure, ni dans la fonction. Jean-Pierre, mon bichon, ça devient clair que vous n'avez pas fait de recherche pour votre livre. C'est impossible que vous ayez documenté votre livre sérieusement et que vous disiez une absurdité aussi énorme. On est dans la biologie de lycée, là. Surtout, sachant que vous êtes médecin et que vous ne devriez pas avoir de problème pour comprendre les bases de ce que vous racontez. Mais laissons l'interview se précipiter toute seule dans la gueule du kraken. Nous apprenons progressivement à connaître ces chaînes d'ADN, ce qui permet, comme vous le savez, de retrouver les criminels 30 ans après ou 40 ans après, parce qu'on a retrouvé Par les algorithmes, d'ailleurs, les chaînes d'ADN permettent de remonter dans le temps, c'est-à-dire de se placer il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans, à partir de poussières qui sont trouvées autour des pharaons dans les pyramides. Bon. Je suis pas sûr que vous avez utilisé tous les termes dans le bon contexte, notamment pour algorithme, mais sinon, en gros, oui. À part que c'est pas tellement dans les poussières autour des momies, mais plutôt en analysant l'ADN toujours présent dans les cellules du cadavre, ou bien les bactéries qui l'accompagnent à la limite. Or, c'est une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui travaille à l'université d'Ouméa, qui se trouve en Suède. Et cette personne-là a découvert très astucieusement un morceau de chaîne d'ADN dont on ne connaissait pas l'usage et qui revenait régulièrement. Mais il faut vous dire que l'ADN
parlants ou codants que l'on connaît ne représentent même pas 5% de l'ensemble de la chaîne d'ADN. Il y a encore tout un monde à découvrir qui se fera progressivement. Donc cette personne-là a récupéré ce petit morceau d'ADN, elle l'a transformé, et elle l'a transformé en un véritable couteau. C'est-à-dire que ça s'appelle les CRISPs, CRISPS-CA9. Bon, ça sert de couteau, c'est-à-dire que ça peut couper une chaîne d'ADN, enlever des éléments de la chaîne d'ADN, les remplacer et mettre autre chose à la place. Bon. Alors ça par contre, le fait cocorico que la chercheuse était française, vous l'avez bien recherché, n'est-ce pas? Mais bon, elle travaille en Suède, donc on pourrait plutôt dire que c'est une découverte suédoise, non? On fait la même chose avec les chercheurs étrangers dans les laboratoires français après tout. Pour ce qui est des CRISPR-Cas9, ce sont des protéines qui utilisent un brin d'ARN, acide ribonucléique, qui a une fonction différente de l'ADN, pour reconnaître une séquence d'ADN spécifique et la couper. On peut designer soi-même la séquence qui doit être reconnue et donc faire des coupes dans des gènes et séquences désirées. L'astuce avec cette technique, c'est que l'on peut soit retirer un morceau de séquence, soit comme la cellule a un mécanisme de réparation de l'ADN endommagé, on peut également fournir en même temps un patron d'ADN différent de la séquence originale, afin que la reconstruction se fasse avec une séquence différente. Par exemple, si on veut corriger la mutation génétique qui cause la chorée de Huntington, il pourrait suffire de couper les répétitions surnuméraires du triplet de nucléotides cytosine adénine guanine, CAG, dans le gène HD. Mais pour modifier certains types de mutations responsables de la myopathie de Duchenne, il faudrait réécrire la partie du gène DMD sur le chromosome X, où une substitution, une insertion ou une délétion d'un unique nucléotide a eu lieu. Et qu'est-ce que cela donne? Si on met ça sur des embryons, ça donne ce qu'on appelle des mutants. C'est ça le terme exactement, c'est la transformation d'un être humain par mutation de ses chaînes génétiques. Ah oui, mais non. Vous êtes vous-même un mutant si l'on vous observe du point de vue de certains gènes. Docteur Jean-Pierre, un mutant, c'est un individu, pro ou eucaryote d'ailleurs, dont un élément d'une séquence d'ADN diffère de la séquence que l'on utilise comme référence. Ce qui est complètement arbitraire vu que l'on peut se retrouver éventuellement avec 99% de la population considérée comme mutant si on a pris comme référence un allèle minoritaire. Mais c'est vrai que d'utiliser le mot mutant comme ça fait peur. Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Heroes in a Half Shelf, Total Power. Ah, la peur. Quel outil formidable et simple à utiliser. Et ce petit Connor Lewis, c'est... Alors, attendez, on y arrive. Hein. Alors, les seuls à avoir... Alors, c'est tout récent. Et les seuls à avoir osé faire ça complètement, ce sont les Chinois. Les Chinois qui ont fait des embryons mutants. Et ils n'ont pas osé, devant le Ourvari international, les laisser se développer. Probablement, ça aurait été des monstres, on ne sait pas, ou probablement, ça aurait été des hommes d'une intelligence extraordinaire. Bon. Sauf que les chercheurs ont utilisé sciemment des embryons qui n'étaient pas viables. Mais ici, soit vous mentez, soit vous faites encore une fois preuve d'une incompétence formidable dans la documentation. À vous de choisir. Ici, je vous renvoie à la conclusion de cette première vidéo pour une réflexion sur ce que la science peut et sur ce que la société doit ou ne doit pas autoriser. Alors maintenant, on repère l'ensemble des maladies par l'ADN très facilement. Avant, quand les premières chaînes d'ADN, ça coûtait 1,2 milliard de francs à étudier. Bon, quand ça a été découvert, Monod voyait le séquençage en 1965, il voyait le séquençage des chaînes d'ADN pour 2050. Bon, actuellement, c'est un simple appareil grand comme une machine à café, et ça vous sort les chaînes d'ADN pour entre 200 et 400 € en Belgique. D'une part, en
Encore ces flibustiers de Belges, toujours dans les coups fourrés ceux-là, hein. D'autre part, là, vous ne parlez pas du séquençage complet, mais d'un séquençage partiel, ciblé sur certains gènes connus. Concernant le séquençage du génome complet avec analyse incluse, on vient juste de passer sous la barre des 1000 $. Mais c'est pas encore démocratisé. Les petites fiches, la recherche, la documentation, tout ça... Bon, et qu'est-ce que vous disent les documents? Ils vous disent, ben écoutez, monsieur, dans votre chaîne d'ADN, on voit une possibilité d'apparition de diabète en telle année, une possibilité d'infarctus en telle année, et on détecte un certain nombre d'affections, et ben, ça coûte 800 €, 900 €, et on est capable actuellement de découvrir, pour un prix raisonnable, 400 maladies différentes. Eh bien, tout simplement, dans le cas de l'enfant Connor Lévy, on a supprimé, on a cette femme avec son mari, on fait féconder un ensemble d'ovules, en la réalité 13. Ah non! Non! Pas le nombre qui porte malheur, non! On a regardé s'il y avait des anomalies génétiques, il n'y en avait que 3 qui n'avaient aucune anomalie génétique. Sur les 3, on en a implanté 2, ça a raté, le 3e, ça a marché. Et nous avons un enfant qui s'appelle Connor, qui théoriquement est parfait, c'est-à-dire n'a aucune maladie génétique. Et ce garçon, on ne sait pas dans quelles conditions, bien sûr, il va vivre et survivre. Ça, on ne sait pas encore. Il faudra un petit peu de retard pour voir si, effectivement, il n'attrape pas une grippe et puis qu'il n'en meurt pas. Ah, donc être parfait, c'est ne pas avoir de maladie génétique. Mais ça, c'est votre vision de ce que les scientifiques pensent, et c'est la vision des imbéciles et autres radicals qui n'y connaissent rien. Certes, certains scientifiques le pensent aussi, mais ce sont des crétins. Un peu plus tard dans la vidéo, vous allez évoquer que vous ne croyez pas au darwinisme, et donc je suppose à l'évolution. Mais il y a une chose que vous devriez savoir, n'importe quel biologiste digne de ce nom, c'est que la sélection naturelle ne sélectionne pas la perfection, mais l'adaptation la plus optimale à un environnement donné à un temps donné. L'évolution pour les êtres vivants, c'est un peu comme les aristocrates herpétiques pour les célibataires. Dans un cas sur 1 million, tu touches le jackpot, mais en réalité, le résultat, tu chopes surtout des trucs moches. C'est le jeu de la vie, comme disait l'autre. Et comme tout bon médecin, docteur, vous-même vous le savez. Si, docteur, par exemple, l'hétérozygosie pour la mutation qui provoque la drépanocytose protège contre la malaria, n'est-ce pas, docteur? Mais l'homozygosie se traduit par l'anémie falciforme. Donc je vais conclure cette première vidéo par la remarque suivante. Pour l'instant, vous n'avez apporté au débat que des propos imprécis, des faits erronés, des erreurs scientifiques balourdes, et vous agitez une peur dont vous n'expliquez pas le fondement et dont vous-même ne comprenez pas les bases. En effet, l'évolution des technologies peut faire peur et doit être entreprise avec précaution et éthique. Mais quel est réellement le danger? La connaissance ou l'utilisation que l'on en fait? Le problème n'est-il pas plutôt l'utilisation de la connaissance par des gens avides de pouvoir et ou d'argent? Et dans ce cas, pourquoi combattre le progrès scientifique plutôt que ces gens-là? En gros, vos élucubrations me rappellent Gattaca. Enfin, plutôt un mauvais plagiat de Gattaca ici, hein. Avec un problème de discrimination génétique permise par les progrès techniques. Et c'est vrai que la première pensée quand on voit et entend ces œuvres de fiction, c'est de se dire « oui, c'est possible que ça arrive ». Mais là où vous prenez une position stupide, et là où le film ne s'est pas tellement étendu, c'est que vous partez du principe que cette discrimination est une conséquence de la technologie. Alors qu'en réalité, la discrimination, c'est un résultat politique et philosophique ou idéologique. Un exemple exagéré. Dans un monde de daltoniens, est-ce que le fait de permettre de voir la couleur est une justification suffisante pour justifier l'instauration d'un racisme basé sur la couleur de peau, par exemple? Doit-on empêcher que les gens aient accès à la possibilité de voir les couleurs juste parce qu'une poignée de crétins vont se mettre à examiner le bronzage des uns et des autres pour déterminer qui a le droit de s'asseoir devant ou derrière dans le bus? Faire de la discrimination, c'est pas compliqué. Exclure les noirs, les arabes, les juifs ou les asiatiques, c'est facile. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a des lois et des arguments contre. Parce que l'on en a la possibilité, mais que l'on éduque les gens pour qu'ils ne fassent pas des choses aussi stupides.
Incroyable, hein? Donc voilà. Vous vous plantez complètement de cible quand vous attaquez la science. Mais c'est vrai que c'est une solution plus facile que de mettre en place une réflexion complexe et globale ou de s'opposer aux abus commerciaux et idéologiques qui pourraient avoir lieu. Est-ce par lâcheté ou juste une bonne astuce pour contenter votre lectorat et vous assurer les ventes de vos livres? La réponse à cette question ne se trouvera malheureusement pas dans la prochaine vidéo, mais tout plein de conneries à vous faire mourir de rire. Stay connected, you scurvy dogs, yar! Please allow me to introduce myself. I am a man of wealth and taste. Haven't been around for a long, long year, but I've loved many a man, soul and faith. I watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the God they made. I shouted out, who killed the Kennedys, when after all it was you and me. Pleased to meet you, hope you guess my name, oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. Just as every cop is a criminal, and all sinners saints. As heads is tails, just call me Fan Throttle, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. Use all your well-learned politeness, or I'll lay your word to waste. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's confusing you is the nature of my game. Baby.